bois s'est effondré ce matin à Yopougon, quartier Académie. Les blessés ont été évacués au CHU de Yopougon. Le communiqué du gouvernement dans cette édition. Le CPC encourage les Ivoiriens de la diaspora à investir dans leur pays. Un forum leur sera dédié à partir du 30 janvier 2015. Et puis la 64e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique verra l'élection du nouveau directeur régional Afrique. La Côte d'Ivoire soutient la candidature du professeur Ndrioman Thérèse. Au Burkina Faso, l'opposition manifeste pour demander une transition démocratique et civile. La communauté internationale appelle également l'armée à transférer le pouvoir aux civils. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. On ouvre avec ce communiqué du gouvernement dans la matinée de ce dimanche 2 novembre 2014 au quartier Académie dans la commune de Yopougon. Un pont en bois s'est effondré sous le poids des passants. Le bilan établi par les services de secours fait état de 30 victimes, dont 5 jugées graves. Les sapeurs-pompiers militaires procèdent aux évacuations des victimes en présence des forces de sécurité. Les informations complémentaires seront données en fonction de l'évolution de la situation. Le gouvernement exprime sa compassion aux victimes et à leurs familles. C'est fait à Abidjan le 2 novembre 2014. Le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné, connaît. Mais selon un dernier bilan, le nombre de blessés a été revu à la baisse. Cet accident aurait pu être évité. Je le disais à l'instant, un pont en bois situé au quartier Académie Yopougon s'est effondré ce matin. Le bilan est revu donc à la baisse. Tous les blessés ont été évacués dans les différents services du CHU de Yopougon, notamment aux urgences, où ils ont été pris immédiatement en charge. Compte rendu, Patricia Oumou et Tia. Ce pont artisanal a cédé sous le poids des passants. Nous sommes à Yopougon-Niangon à droite. Plusieurs personnes se sont retrouvées au fond du ravin. Une trentaine de blessés évacués au CHU de Yopougon. Il n'y en a qu'une seule qui est en réanimation actuellement. Et au total, on a eu 28 blessés. C'est le bilan provisoire que je puisse vous donner. Et pour le moment, en tout cas, ça se passe très bien. Dès qu'on a eu la direction, on a eu un minimum de moyens pour les prendre en charge. Passage obligé pour allier les quartiers Marine et la cité Kestable de Niangon à droite. On a fini la messe. En revenant, on a un pont qu'on traverse avant d'arriver chez nous. Et c'est ce pont. Un coup, on atteint un bruit. On dit Seigneur, tout le monde a poussé. On est tombé dans le pont. On était nombreux sur le pont. Des ponts en bois, fragiles de par leur conception et pas toujours réalisés dans de bonnes conditions, s'effondrent souvent. Un risque pour les populations. Et comme c'est un raccourci, donc on en passe toujours pour aller vite, un peu plus vite à la maison. C'est un danger, mais on prend le risque quand même. Parce que comme il fait chaud aussi, donc on passe là comme ça pour essayer de rentrer vite à la maison. Une situation que déplorent les populations. Les blessés ont été immédiatement pris en charge dès leur arrivée au CHU de Yopougon. Coopération dans le secteur de l'enseignement supérieur. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu une rencontre avec le président du Conservatoire des arts et métiers de Paris. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro va bénéficier de l'expérience et de l'expertise de l'école française en matière de formation et de recherche. Les précisions de Hugues Hervé Blé. Le Conservatoire des arts et métiers de Paris veut une collaboration renforcée avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en a été informé par le président de l'école parisienne. Le Conservatoire des arts et métiers de Paris marque son engagement à aider l'INPHB à remplir au mieux sa mission de formation. 3 dimensions importantes, c'est travailler avec l'INP de Côte d'Ivoire sur tous les projets que nous avons de formation partagée. C'est développer, grâce à cette collaboration que nous avons avec l'INP, de nouveaux projets qui sont traits à la professionnalisation, à la meilleure reconnaissance des compétences, à la diffusion d'outils pédagogiques. Et au-delà, c'est d'essayer de voir comment un certain nombre d'outils, d'expertise que le CNAM, que le Conservatoire national des arts et métiers développe, peuvent être appliqués en Côte d'Ivoire
pour permettre à tous les jeunes ou aux salariés, aux actifs, à tous ceux qui le souhaitent, d'avoir le vrai développement professionnel qu'ils méritent et qui sera aussi source du développement de la Côte d'Ivoire. Le CEPICI, le Centre de promotion des investissements, lance la deuxième édition du Forum économique dédié à la diaspora. Il se tiendra les 30 et 31 janvier 2015 en Côte d'Ivoire, après la première édition qui s'est tenue à Paris en 2013. Adama Kone pour les explications. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, remet le couvert. Le Forum économique Diaspora for Growth est à sa deuxième édition. L'esprit, mettre la diaspora ivoirienne au cœur de la politique d'attraction des investissements. L'apport de la diaspora est multiforme. Elle est financière, elle est physique, elle est psychologique, elle est éducationnelle, elle est technologique. Et pour pas comprendre comment est-ce que quelqu'un qui a vécu 20 ans dans un pays, 30 ans dans un pays, revient aujourd'hui, apporte dans le quotidien de l'Ivoirien. Les 30 et 31 janvier 2015, 500 participants sont attendus en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'abord de leur montrer les réalisations du gouvernement. Ensuite, de présenter les opportunités d'investissement et enfin, de leur faire redécouvrir la Côte d'Ivoire. Le forum ne s'intéresse pas qu'aux apporteurs de capitaux. Les détenteurs d'expertise dans divers secteurs sont également ciblés. Les premiers à avoir déposé leurs valises à Abidjan témoignent. On vient de l'extérieur, on pense qu'on arrive avec tout un savoir, on a une meilleure façon de réfléchir, on est beaucoup plus professionnel. Et en fait, en arrivant ici, on se rend compte, en fait, les gens sont au même niveau que nous. Donc en fait, on peut parler d'égal à égal. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai démissionné en étant ici. Et puis la vision du président, ce qu'il veut faire, c'est extraordinaire. Je me dis, si je peux apporter une contribution dans ça, au moins j'aurais fait quelque chose d'important dans ma vie. La Côte d'Ivoire m'a enjaillé. Il faudrait déjà préparer la relève de l'investisseur étranger par des nationaux. Ça, c'est véritablement ça, la demande en économie, on dirait la demande interne. C'est ça vraiment le véritable moteur d'une croissance soutenue. La deuxième édition du forum a pour thème la diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence. Des expositions et des rencontres d'affaires meubleront ce carrefour des investisseurs ivoiriens. Demain lundi s'ouvre à Cotonou au Bénin la 64e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Et l'information essentielle à retenir, c'est l'élection du directeur régional de l'OMS Afrique. 5 candidats sont en lice, parmi eux le professeur Thérèse Aya Ndriyoma, ancien ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, actuellement conseiller du président Alassane Ouattara chargé de la santé. Les enjeux avec Delphine Bla. Bénin, palais des congrès de Cotonou. Dans 24 heures, l'ouverture de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Des sujets sur la table, entre autres, Ebola en Afrique de l'Ouest, Fonds africain pour les urgences de santé publique, plan stratégique régional pour la vaccination. Une session qui sera marquée par l'élection du directeur régional de l'OMS Afrique. Thérèse Aya Ndriyoma, candidate de la Côte d'Ivoire, sera opposée à 3 autres dames du Botswana, du Mali, du Bénin et à un homme de la République démocratique du Congo. Les critères à remplir pour tout candidat: parfaite connaissance et sincère adhésion à la mission de l'OMS, aptitude reconnue à diriger, aptitude reconnue à gérer, aptitude médicale et qualifications professionnelles et compétences techniques. La candidate ivoirienne, qui totalise 30 ans d'expérience, réunit toutes ces conditions. La première disposition requise par l'OMS pour postuler, c'est d'être docteur d'État en médecine. Donc, je suis bien docteur d'État en médecine depuis 1983 et en plus de cela, j'ai eu donc une bonne formation académique puisque je suis professeur titulaire d'hépato-gastro-entérologie. Et j'ai donc beaucoup d'expérience également en santé publique. Je suis allé sur le terrain pour mener des actions de médecine de proximité par rapport à la sensibilisation sur des grandes maladies comme l'hépatite virale, le VIH-Sida, les maladies digestives. Et puis, j'ai occupé de hautes fonctions. Une fois élue, celles qui bénéficient du soutien du président Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien comptent apporter beaucoup aux Africains. Apporter quelque chose dans la bonne gouvernance.
Et ça c'est important. Cette gouvernance devrait être basée sur la redevabilité, c'est-à-dire rendre compte de ce que nous faisons, ce qui nous ferait gagner de la confiance et augmenter également les investissements dans la santé. Le professeur Ndrioma Thérèse a inscrit une action importante dans le système sanitaire ivoirien. C'est la création de la première ONG de lutte contre le sida, Akunda AVS Côte d'Ivoire. Celle qui a placé la santé au cœur de l'émergence de l'Afrique s'engage une fois à la tête de l'OMS Afrique à remodeler le visage sanitaire de l'Afrique. Nous souhaitons donc bonne chance à la candidate de la Côte d'Ivoire. Les Journées nationales de valorisation de l'agriculture 2014 vont se tenir du 4 au 6 décembre prochain. La 4e édition va mettre un accent sur la croissance démographique et les défis de la sécurité alimentaire. Explication Patricia Oumou-Etia. La ville de Bondoukou abritera bientôt les Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Initiée par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, cette 4e édition a pour thème croissance démographique et défis de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Les JNVA 2014 invitent hommes et femmes de notre pays à valoriser l'agriculture et l'élevage en s'y adonnant pour en faire une meilleure promotion auprès de la jeunesse. La particularité des JNVA 2014 est la grande innovation avec le Festivian. Il s'agira pour nous de permettre à tous ceux qui avaient pour métier la chasse de se reconvertir dans l'élevage et dans l'agriculture. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, l'Ebola, c'est une maladie de brousse. Donc si nos parents, depuis des années qui s'adonnaient à la chasse, n'ont pas d'autres moyens pour subvenir à leurs besoins, on aura des surprises. Donc aujourd'hui, le partenariat qui nous lie au ministère des Ressources animales et halieutiques nous permettra de faire la reconversion des chasseurs en éleveurs. L'édition 2014 des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire va enregistrer la participation de nombreux acteurs du monde rural, occasion pour célébrer et récompenser paysans et éleveurs. Bilan positif pour les 3e journées de l'administration agricole délocalisée qui se sont tenues du 16 au 18 octobre dernier. Selon M. Nou Koulibaly, directeur général de la planification, du contrôle et des projets des statistiques du ministère de l'Agriculture, elles ont atteint leur objectif. Il était l'invité du magazine du dimanche présenté par Fatou Fofana. Suivez plutôt. Je pense que nous allons peut-être rester dans le même registre que cette année. Le registre de cette année a été effectivement de faire des visites de terrain pour montrer aux populations ce qui est en train d'être fait par l'État de Côte d'Ivoire pour leur permettre de pouvoir mieux, bien entendu, produire. Donc ce sont les visites de sites, nous allons continuer. Nous allons également continuer certainement les appuis directs. Les appuis directs permettent effectivement, quand vous arrivez sur le terrain, de vous rendre compte des difficultés réelles qui sont peut-être arrivées entre-temps, malgré la programmation et la planification que vous avez faites, et donc qui sont arrivées entre-temps et que vous pouvez adresser directement pour soulager les populations. Ça a un levier important pour permettre aux gens de se remettre à la production agricole. Nous allons également rester aussi dans les registres, bien entendu, des audiences. Les audiences permettent de voir comment nous faisons pour rendre plus efficace notre administration agricole. Ils sont sur le terrain au niveau des départements, ils sont sur le terrain au niveau des régions. Il faut leur permettre de pouvoir faire leur travail tel que nous le faisons en centrale. On reste au chapitre agricole. Plusieurs filières agricoles ivoiriennes bénéficient du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire. Il est financé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Dans la filière EVA, la phase pilote est bouclée. Et pour la saison 2015, les populations attendent les financements annoncés. Serge Coléa pour plus de précisions. C'est au cours d'une tournée marathon que le secrétaire exécutif du Fonds de développement EVA-FDH est allé dans le département d'Aboasso au sud-est de la Côte d'Ivoire. Dans les villages de Bakro, Akressi, Kassikro et Adaou, la mission consistait à vérifier l'effectivité du projet d'appui au secteur agricole de Côte d'Ivoire, PESAC, un projet initié par la Banque mondiale, l'Agence française de développement et l'État ivoirien. Nous sommes venus constater que cette opération pilote a pris et les populations sont très motivées. Elles sont prêtes à poursuivre dans leur élan au cours de l'année 2015. Maintenant, il s'agit pour nous, les administratifs,
de nous organiser pour prendre toutes les dispositions en notre pouvoir, de sorte à mettre à leur disposition tous les intrants, tous les matériels que nous promettons dans le cadre de ce projet. Et en cela, j'invite toutes les parties prenantes à jouer leur partition, à savoir les bailleurs de fonds, à savoir l'État de Côte d'Ivoire et nous-mêmes à Promac. Ce projet a permis dans sa phase pilote la création de 300 hectares d'EVA, dont 70 à Aboisseau au profit de personnes démunies et surtout des femmes. En attendant l'intervention imminente des bailleurs de fonds pour la mise en œuvre du PESAC EVA à grande échelle, sur le terrain, les populations s'activent et espèrent. On ouvre la page politique de cette édition avec le secrétariat général adjoint chargé de la formation du RDR qui a organisé un atelier d'élaboration de stratégies de formation de ses militants pour 2015. Objectif, proposer des axes stratégiques aux militants pour garantir la victoire du président Alassane Ouattara. Adama Kamagate, Gabriel Zani, reportage. L'instance du Parti des Républicains chargée de la formation et de l'école veut avoir des militants disciplinés et bien formés pour les élections de 2015. Pour atteindre cet objectif, un atelier de validation de la stratégie du Parti des Républicains s'est tenu le samedi 1er novembre au siège du parti à Cocody. Il s'agit d'impliquer ensemble les structures spécialisées, le RER, le RJR, le RFR, le secrétaire national de la formation politique, dans une réflexion d'ensemble. Tout doit être orienté vers l'élection du président en 2015. Donc vous devez nous proposer des thèmes de formation qui puissent approcher les militants, faire en sorte que cela soit bien formé pour pouvoir élire notre président dans de bonnes conditions. Pour une victoire écrasante, il faut un taux insignifiant de bulletins nuls. Des axes prioritaires de stratégie ont été donc dégagés à cet atelier. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un cadre institutionnel, du renforcement des capacités des formateurs. Présente à l'atelier, une fondation politique allemande entend accompagner le RDR dans ses actions. En fonction des thèmes qui auront été dégagés, des décisions qui auront été prises, nous verrons dans quelle mesure nous pouvons nous orienter et appuyer certaines formations qui auront été dégagées lors de ces ateliers. Pour le secrétariat général adjoint chargé de la formation, le président Alassane Ouattara doit ratisser large en 2015. Le PDCI RDA relance ses activités en vue du renouvellement de ses structures de base. Après celui des comités de base, il s'agit maintenant d'installer les secrétaires généraux de section. Dans la commune de Port-Boué, qui comprend 25 sections, les militants ont été appelés à élire leurs différents secrétaires généraux de section. Ce scrutin marque une étape dans le processus de modernisation du PDCI RDA. Retenez que des délégations se rendront du 25 octobre au 9 novembre sur le terrain pour renouveler toutes les sections du parti. Les populations de la région de la Maraoué ont dédié une journée au président de la République et au président du PDCI RDA pour leur vision pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Une journée d'hommage pour saluer leurs initiatives pour le bien-être de la population, avec la participation des ministres d'État Ahmed Bakayoko et Charles Kofi Dibi. Reportage Kwasi Mamadou. Ils sont venus des départements de Saint-Fra, de Zionoula, de Boisflé, bref, de tous les villages et hameaux de la région de la Maraoué pour exprimer leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, et au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Les populations, à travers cette mobilisation, veulent exprimer leur adhésion au programme de développement du président de la République et surtout à l'appel de Daoukro. Une journée d'hommage qui a servi de cadre à tous les représentants locaux des partis politiques membres du RHDP de réaffirmer leur volonté de voir l'union autour d'une candidature unique du président de la République Alassane Ouattara en 2015. Le ministre d'État, Charles Kofi Dibi, indique que l'appel de Daoukro ouvre la voie à une vraie ère de paix, de stabilité et de développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il invite ses parents à répondre à cet appel. Oui, il s'agit d'un appel de raison à la raison. Population de la Maraoué, mes chers parents, soutenons alors de toutes nos forces la candidature unique du président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire rassemblée,
réconciliée, prospère et émergente à l'horizon 2020. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Ahmed Bakayoko salue la cohésion qui règne entre les populations de la Maraoué. Il exhorte les chefs traditionnels à transcender les différences et à être des conseillers pour les cadres pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous devons tous nous engager, nous battre pour consolider la paix. Le président Bédié a pris ses responsabilités pour nous indiquer la voie. Le travail qui a commencé est un bon travail, il faut le consolider. Je vous invite, vous les chefs, à protéger l'appel de Daoukro, à le propager. Parce que les divisions, ça vient toujours comme ça. Il y a des petites gens qui vont venir vous dire « Ah, nous on n'a pas eu assez, attention, on n'est pas d'accord ». Ce n'est pas plus important que la paix pour tous. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a saisi l'occasion pour faire don de mobilier de bureaux et de maisons au corps préfectoral de la Maraoué et de véhicules, des motos et de matériel informatique à la police. Un don d'une valeur de 167 millions de francs CFA. L'appel de Daoukro, toujours au centre de l'actualité politique. Le secrétaire général adjoint chargé des questions et mouvements politiques du RDR, Adama Bictogo, était dans les communes de Port-Boué et de Koumassi. Il a invité les militants du parti à soutenir cet appel du président Henri Konan Bédié et à se mobiliser autour de la candidature du président Alassane Ouattara. Compte rendu à Boussanogo. Le secrétaire général adjoint chargé des questions et mouvements politiques du Rassemblement des Républicains, Adama Bictogo, en mission d'explication de l'appel de Daoukro. Ainsi, après les localités de Tiassali et Sikensi, Adama Bictogo s'est rendu dans les communes de Port-Boué et Koumassi. Ce pour expliquer les enjeux de cet appel qui, selon lui, est gage de paix et de stabilité. À Port-Boué, il a indiqué qu'il permettra au président Alassane Ouattara de relever les défis de développement de la Côte d'Ivoire. Cet appel de Daoukro, qui s'inscrit donc dans cette vision de la Côte d'Ivoire rassemblée autour du président Alassane Ouattara, passe donc par les sensibilisations, par l'explication, l'information, au fin donc de créer une grande adhésion de tous les Ivoiriens autour de cet appel de Daoukro. Au foyer des jeunes de la commune de Koumassi, le secrétaire général adjoint chargé des questions et mouvements politiques a exhorté les militants de son parti à être des ambassadeurs de l'appel de Daoukro. Les militants du RHDP des communes visitées s'engagent à s'approprier l'appel de Daoukro. Nous allons lancer cet appel-là maintenant au niveau de toutes nos structures de base pour que tout le monde s'approprie cet appel de Daoukro pour que ça devienne véritablement une réalité. Nous, en tant que militants, on ne peut qu'adhérer vraiment à un tel appel pour le bien-être vraiment des populations de la Côte d'Ivoire. La mission d'explication de l'appel de Daoukro initiée par la direction du RDS se poursuit dans les autres communes du district d'Abidjan. L'élection du président Alassane Ouattara ne sera qu'une formalité. Ce sont là les propos des chefs de l'Agnébi Tiassa. Ils étaient reçus par leurs fils Pierre Biti Kokoa et Thérèse Seka. Les détails avec Thérèse Yuboué. Ils étaient une centaine de chefs de village à se rendre à Erimakoudje, village situé à 3 km d'Agboville, à l'appel de Pierre Biti Kokora, président du conseil d'administration du LBTP, et de Thérèse Seka, conseiller du président Alassane Ouattara. Au centre de la rencontre, les efforts fournis par le président de la République pour faire de la Côte d'Ivoire un pays qui compte dans le concert des nations. Pierre Biti Kokora a saisi l'occasion pour encourager la chefferie traditionnelle à cultiver la paix, la cohésion sociale et à s'approprier l'appel de Daoukro. Le conseiller du chef de l'État, Thérèse Seka, a lui relevé l'amélioration du statut des chefs traditionnels grâce au président Alassane Ouattara. Les chefs et cadres de l'Agnébi Tiassa ont rassuré leurs fils, Pierre Biti Kokora et Thérèse Seka, de leur soutien au programme du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Pour eux, son élection aux prochaines échéances électorales ne sera qu'une simple formalité. La chapelle Sacré-Cœur de Raviard, consacrée par le nonce apostolique Joseph Spiteri, à l'occasion de la journée de souvenir et d'hommage aux défunts, le célébrant a invité les fidèles catholiques à prier sans relâche pour la consolidation d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. Reportage Kwadjo Kwame, RTI Boaké. Au sommet de ce rocher, en pleine savane baoulée dans la région Mban-Nzipri,
La chapelle Sacré-Cœur au-dessus de la grotte Notre-Dame de la Divine Miséricorde. Lieu de haute spiritualité, de foi et de charité. Raviara se veut aussi le lieu de pénitence, du rappel du baptême, lieu où habite l'Esprit de Dieu pour célébrer ses mystères. Pour le nonce apostolique, ce lieu de rassemblement de l'Église vivante est pour la prière afin de la consolidation d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. Je dirais le cœur de la Côte d'Ivoire, non? Alors c'est un signe d'unité, que les pays puissent vivre dans la paix. L'entame de l'existence de ce lieu de prière est glorieuse, mais la route est encore longue pour servir de base au développement intégral de Raviara. Et lorsque nous nous rassemblons pour faire souvenir de toutes ces personnes qui sont passées sur la terre avant nous, c'est en même temps dans l'espérance de nous voir un jour aussi partager cette joie-là. Ce sanctuaire va déborder du plan spirituel pour atteindre le développement intégral de Raviara. Intervient alors la bénédiction de la chapelle Sacré-Cœur, centre de louange, d'action de grâce, fontaine d'où jaillira l'eau du salut. Pour le ministre d'État auprès du président de la République, Marie doit servir d'appui pour arriver à Jésus-Christ. C'est permettre aux chrétiens de s'élever, aller toujours vers Jésus, s'élever dans tout ce qu'ils font chaque jour, regarder le Christ que Dieu nous a envoyé pour pouvoir nous aimer. Arriver à Jésus-Christ afin de décharger tous ceux qui souffrent de tout fardeau. En ce jour de la commémoration des défunts, il est également enseigné la manière de marcher pour rencontrer Dieu. Fête des moissons ce dimanche à la paroisse Saint-Uriel de l'Église du christianisme céleste autour du thème « Donne à Dieu de bon cœur pour qu'il te bénisse ». Regardez. Saint-Uriel, Église du christianisme céleste, paroisse de Marcory. Il y a fête ce dimanche 2 novembre. Louange et célébration à l'Éternel en cette 34e édition de la fête de la moisson de l'Église. Par ses offrandes, le peuple entend attirer la grâce et la bénédiction de Dieu. Nous avons dit à Dieu, transforme-nous. 34, c'est pas un. Et fais-nous renaître à nouveau. Si toi, Dieu, te content de nous, nous allons être bénis. Donc, nous avons dit comme thème de la fête, donne à Dieu de bon cœur pour qu'il puisse te bénir. Cette 34e édition de la fête des moissons a été marquée également par une vente aux enchères d'objets consacrés. En ce qui concerne les ventes, on table sur essentiellement 5 objets. Il y a d'abord la bougie, ensuite il y a l'eau, il y a le sel, il y a le miel et puis les fruits. Les fonds recueillis pendant cette vente aux enchères représentent la reconnaissance des fidèles à Dieu. Ils permettront de financer les grands travaux de l'Église. Le projet, c'est de continuer le travail que notre équipe a commencé. Et juste après la fête, nous devons construire des toilettes et une cuisine digne de ce nom. Et après, nous avons un grand projet de construction de R+4. Selon le monstre supérieur seigneur évangéliste Kofi Jean-Louis, l'offrande est certes bonne, mais être obéissant aux préceptes de Dieu à travers une vie de sanctification est primordial. Au Burkina Faso, les manifestations se poursuivent pour réclamer une transition démocratique et civile. La CEDEAO, l'Union africaine et les États-Unis appellent l'armée à transférer le pouvoir à l'autorité civile. Des soldats qui ont pris le contrôle de la radio-télévision nationale en début d'après-midi. Il n'y a pas autant de monde que prévu sur la place de la Nation, rebaptisée pour l'instant Place de la Révolution. Dans la capitale burkinabé, Ouagadougou, des milliers de manifestants ont répondu ce dimanche matin à l'appel de l'opposition pour une transition démocratique. L'opposition réaffirme la nécessité d'une transition consensuelle qui prend en compte toutes les composantes de notre société. Nous disons bien toutes les composantes de notre société. Une fois le discours terminé, les manifestants sont plus directs. L'armée doit quitter immédiatement la scène publique.
les plus grandes démocraties du monde sont gouvernées par les civils. Il n'y a pas de militaires. Alors que la manifestation est en marche, la médiation internationale présente au Burkina Faso se met au diapason. Conduite par l'ONU, l'Union africaine et les pays ouest-africains, cette délégation demande qu'un civil conduise la transition sous peine de sanctions. La mission a engagé toutes les parties prenantes à œuvrer pour le respect des droits humains pour que la gestion de la transition se fasse dans un contexte de respect des droits individuels, des choix individuels. La mission de concertation s'est entretenue avec la hiérarchie militaire et le lieutenant-colonel Isaac Zida, devenu chef de l'État du Burkina Faso. Il a assuré avoir bien compris le message et rencontrera dans les prochains jours les partis politiques de l'opposition. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.